Bonjour à tous, bienvenue dans Rétrospectra, l'émission qui fait la rétrospective des événements geek, e-sport et pop culture de la scène locale et internationale. Au programme ce mois-ci, nous vous présentons non pas un, mais deux reportages. Le mois d'avril est très chargé en événements. Nous avons donc été couvrir la convention Polymanga, qui met en avant la culture japonaise. Nous avons aussi envoyé notre équipe à Polylan, un regroupement de fanatiques de jeux vidéo réunis pendant 4 jours pour s'affronter dans des tournois, participer à des animations ou juste passer du bon temps entre amis. Mais pour commencer cette émission sur les chapeaux de roue, je vais vous présenter une chronique qui tente d'expliquer l'univers otaku qui règne en maître durant le Polymanga. Bon les geeks, aujourd'hui on va parler otaku. Un otaku est un terme japonais souvent utilisé à des fins péjoratives malheureusement, désignant une personne qui consacre une grande partie de son temps à une activité d'intérieur. Otaku est composé de la préposition honorifique o et du substantif taku, qui signifie maison, demeure, c'est-à-dire ton chez-toi. Mais vu que chez Rétrospectra, on aime bien faire mentir les clichés, on va plonger voir ces otaku en extérieur dans notre reportage tout à l'heure et vous allez voir, ils sont pleins de vie. Le terme a, en Europe, acquis une toute autre connotation. Il désigne aujourd'hui une personne simplement fanatique de la culture japonaise contemporaine, notamment dans les domaines du manga, de l'animation et des jeux vidéo. On va commencer par parler manga. Ce style de bande dessinée très reconnaissable se divise en de très nombreux sous-genres, le plus populaire étant le shonen, qui veut dire jeune homme, en japonais. Il est souvent utilisé par abus de langage pour parler du style neketsu, l'un des procédés narratifs les plus populaires au monde, qui va englober des œuvres très célèbres comme Dragon Ball, Saint Seiya, mais aussi la plupart des mangas de sport comme Olive et Tom. Les thèmes récurrents du shonen sont liés à la fameuse quête initiatique que l'on peut retrouver dans de nombreuses œuvres occidentales. On peut penser notamment au Seigneur des Anneaux ou à Star Wars. Il va englober des valeurs comme l'amitié, le goût de l'effort, l'esprit de groupe et le dépassement de soi. Son opposé, quant à lui, s'appelle le genre shoujo. Il veut dire jeune femme. Ce style est traditionnellement consacré à un public plus féminin. On va retrouver moins de thèmes récurrents stricts, comme dans le shonen, mais il existe beaucoup de codes esthétiques, visuels et narratifs qui lui sont associés, bien qu'aucun ne soit strictement exclusif ou systématique. La plupart du temps, on peut y retrouver la quasi-totalité des styles narratifs. Du policier à la science-fiction, ce style de manga va toutefois se concentrer la plupart du temps sur la romance ou l'horreur. On va pouvoir citer comme référence Nana, Fruit Basket ou encore Sailor Moon. Pour finir, le troisième grand genre que possède le manga est le style seinen. Là encore, les ambiances vont être très disparates. On y voit le médiéval de Berserk côtoyer la science-fiction de Gantz, voire plonger carrément dans l'horreur dans des œuvres comme Elfen Lied ou Another. Le concept de seinen a été introduit en 1946. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le manga est devenu un divertissement populaire grâce aux innovations apportées par Monsieur Osamu Tezuka du point de vue graphique et narratif. Cependant, son style était un peu trop enfantin et il a vu naître certaines critiques au Japon. Ainsi, plusieurs artistes décidèrent de publier des histoires plus sérieuses à la fin des années 1950 dans des librairies de prêt. Les séries publiées sont donc devenues plus violentes, plus réalistes et vont contenir des scènes sexuellement explicites. Elles visent clairement cette fois les adultes, que ce soit hommes comme femmes. Comme dit précédemment, le monde otaku ne se limite pas qu'à la bande dessinée. Le cosplay, par exemple, est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux ou son maquillage. On appelle ces pratiquants des cosplayers. Ce hobby peut même prendre vie dans des lieux de consommation classiques adaptés, comme des made coffee. Ce sont des petits bars de quartier où vous serez servi par de jeunes femmes portant des uniformes de domestiques anglaises. Suite au succès très rapide des premiers bars de ce type, d'autres commerces de détail et de restauration vont donc commencer à offrir des services exécutés par du personnel portant des uniformes ou un cosplay.
Il n'existe pas d'appellation spécifique pour ces différents commerces, et donc on va utiliser ce terme de Made Coffee, qui est devenu vraiment générique. Le jeu vidéo n'a pas été épargné par le tsunami otaku. Le dérivé Otome Game, ou jeu vidéo Otome, s'exportera lui aussi du pays du soleil levant vers nos belles montagnes enneigées. Si à la base en Europe on n'hésitait pas à appeler un fan de jeux vidéo nerd, l'appellation sera très vite oubliée et remplacée par geek, ou quand il s'agit de jeux japonais, otaku. On l'oublie parfois, mais le jeu vidéo au Japon est une industrie majeure. On fait communément correspondre le développement de cette industrie au Japon à l'âge d'or des jeux vidéo en général. Des grosses compagnies comme Nintendo et Sega vont créer les premiers jeux qui vont très vite devenir mainstream, mais d'autres développeurs comme Square Enix vont eux se concentrer au style de jeu vidéo qui serait lié à la dénomination otaku. J'ai nommé le JRPG ou Japan Roleplay Game, jeu de rôle japonais. Popularisé par la série Final Fantasy, le scénario est généralement une quête en équipe où les déplacements de lieu en lieu se font en temps réel. Mais lorsque survient alors le combat, le temps est dilaté et la bataille s'engage sur un écran particulier, ce qui a laissé les délais nécessaires pour commander les actions de plusieurs personnages en même temps. Pendant une phase de combat, les personnages ne peuvent donc plus bouger. Le joueur devra indiquer à chaque héros pendant son tour de jeu respectif quelle action il devra réaliser. L'Occident va bien entendu rapidement s'emparer de ce gameplay, mais sans la patte graphique nippone très reconnaissable, on parlera alors plutôt de Tactical RPG. Enfin voilà, assez parlé. Nous allons maintenant passer aux images. Nous avons envoyé notre petite équipe dans la Mecque suisse romande de la culture otaku. J'ai nommé Polymanga. On est en différé de cette nouvelle édition de Polymanga. Je vous emmène explorer cette convention. On va prendre des réactions, faire des interviews. Vous allez voir, c'est super. Allez, venez, on est parti. Bon les geeks, on est maintenant avec Fairy. Bonjour Fairy, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de quel est ton rôle, on va dire, au sein de cette convention qu'est Polymanga? Aucun souci. Donc moi en fait, mon objectif c'est d'organiser les concours de cosplay de Polymanga, qui sont en fait les activités, on va dire, les plus importantes du salon en termes d'affluence de visiteurs. Alors bien évidemment, il y a les invités aussi qui ramènent du monde, mais c'est vrai que le cosplay, c'est l'activité qui ramène le plus de monde en même temps sur les salons pop culture en règle générale. D'ailleurs, lundi, on accueille un concours international où on a invité plein de cosplayers internationaux qui n'attendent que de voir Polymanga et le paysage qu'il y a autour. C'est incroyable. Ici, les gens adorent venir chaque année et ils rêvent de venir, donc ils font des dossiers et ils viennent pour pouvoir également profiter de la scène du Stravinsky qui est juste absolument formidable. Tu m'avais dit que toi, tu étais responsable de ce rôle depuis plusieurs années. Et ouais, ça fait plus de 15 ans que je travaille avec Polymanga et d'autres salons, bien évidemment, en France, en Suisse, en Belgique. Mais Polymanga est une des conventions les plus importantes avec lesquelles on travaille. Ouais. Tu m'avais dit du coup que ce genre d'événement pouvait amener à des compétitions, voire des championnats du monde. Exactement, donc en fait on va un petit peu distinguer des concours de cosplay. Donc on a les concours classiques, locaux. Tout le monde peut s'inscrire, qu'il soit suisse ou français ou belge ou peu importe, allemand. Enfin bon voilà, ils viennent, ils sont notés à 50% sur leur costume, à 50% sur leur performance sur scène. Et on fait un top à la fin, donc il y a un jury de spécialistes en cosplay qui va juger tout ça. On a également des sélections à des concours européens et internationaux. Donc notamment Polymanga accueille
allez, 80% on va dire des sélections. Donc on va par exemple ce week-end accueillir une sélection à l'ECG, qui est un concours européen qui a lieu à Paris. On a également un concours international en Espagne. Donc on a des sélections aussi en duo et en solo, mais surtout le plus gros event, c'est le concours mondial qui s'appelle le World Cosplay Summit, où aujourd'hui on va sélectionner le duo qui va aller représenter la Suisse au Japon cet été. Donc ça se passe vraiment nation par nation et ça se finit sur un énorme championnat du monde en gros. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a 40 pays qui s'affrontent ensuite à Nagoya au Japon, 40 duos qui viennent du monde entier. On va avoir effectivement des pays européens, des pays sud-américains, des Américains, des Australiens, des Saoudiens. On a vraiment de tout le monde. Le monde est rempli de cosplayers en fait. D'accord, et ben le monde se réjouit de vous voir vous déchaîner autour de cette passion. Ferry, je te remercie beaucoup pour cette interview. Eh bien, je t'en prie, puis bon courage à vous pour le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Polymanga, donc faites-nous rêver. Alors j'ai la chance d'être avec David, qui est producteur et scénariste d'un manga, je crois, indépendant, qui s'appelle The Last Kamit. Tu nous parles un petit peu du coup de ce que ça fait de créer de soi-même en fait un manga, de le produire en fait de A à Z. C'est une aventure, hein. J'imagine que vous lisez tous et toutes des shonen. C'est un peu ça, ça veut dire qu'on a une vision, on a une envie, on se lance. C'est compliqué, ça veut dire c'est beaucoup de travail en amont, c'est aussi rencontrer les bonnes personnes, c'est se poser les bonnes questions aussi. Et c'est avancer pas à pas, c'est faire aussi des salons, c'est rencontrer des fans, c'est vraiment susciter de l'envie. Et dans l'idée effectivement d'atteindre ce but ultime, de pouvoir être connu, célèbre et un petit peu changer les choses, quoi. Alors je suis avec monsieur Nicolas Lutti-Pidancet, qui est je crois responsable stratégique chez Exploria. C'est juste. Salut Nico, qu'est-ce que vous faites ici dans cette Polymanga? Merci. Écoute, on est venu sur le stand de HeroFest avec Exploria, on a pris 60 mètres carrés. On fait ce qu'on fait le plus, c'est-à-dire des tournois Super Smash Bros. On a 4 tournois, un chaque jour, chaque fois 64 participants. On est venu avec le mobilier qu'on a fait sur mesure dans notre makerspace à Exploria. Et on a la chance d'avoir le staff de Free Smash, l'association, qui vient nous aider sur l'organisation des tournois. On est là pendant 4 jours, il y a des super tournois avec des trucs à gagner, c'est la fête. Alors très chers spectateurs, on a la chance d'être accompagné de monsieur Chechounet, qui est vidéaste, créateur de contenu sur YouTube. Bonjour Chechounet, je ne sais pas si tu peux te présenter en 2 mots pour nos spectateurs. Bonjour, c'est Chechounet, du coup de la chaîne Chechounet, étonnamment. Et je fais des tests de jeux vidéo en mettant les défauts en valeur, histoire de faire un petit contre-pied à la presse qui généralement met les qualités en valeur, on va dire. Avec un humour un peu beauf, on va pas se mentir. Mais bon, c'est ce qui plaît a priori. Comment est-ce que tu définirais cet univers geek dans lequel tu évolues? C'est un univers assez spécial. Forcément, il est un peu plus simple d'accès quand on a réussi à percer. On va pas se mentir. Mais ça reste un univers assez sain malgré ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de soucis avec d'autres youtubeurs, j'ai jamais eu d'embrouille. Généralement, c'est des personnes assez simples aussi. Et à ce niveau-là, on est vraiment dans un univers qui est jeune déjà de base et qui a une volonté aussi d'évolution sur tous les plans. C'est pour ça que tout le monde fait par exemple des BD, des trucs, des courts-métrages, en fait, se donne en fait pour faire un petit peu de la vitrine sur la chaîne, outre les formats qu'on peut avoir habituellement. Donc l'évolution aujourd'hui, je la trouve en tout cas plus intéressante et plus importante que ce qu'il y a pu y avoir à une époque où tous les youtubeurs, en grande partie en tout cas, se basaient vraiment sur ce qu'ils faisaient d'habitude, vraiment sur leur format ou du let's play ou ce genre de choses. Et toi, alors je crois que c'est ta première année au Polymanga. Tu m'avais dit en préparation vite fait d'interview que c'était la 2e fois que tu venais en Suisse. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement ici, on va dire, de cette convention? La Suisse, déjà, c'est beau. C'est le premier point. Le 2e point, c'est cher, putain. Les pizzas à 30 balles, non mais c'est quoi ça? C'est un scandale. Non mais je suis content. Franchement, je suis content. On a un beau cadre, on a vraiment un beau temps aussi. On m'a dit que c'était pas forcément le cas la semaine dernière, par exemple. Et c'est vrai que les gens sont très courtois. Vraiment, rien à dire là-dessus. Ça me fait penser un petit peu au public belge, peut-être un peu plus introverti. Mais tout aussi sympathique, franchement rien à dire. Non, je suis vraiment content d'être là, on est vraiment comme des poissons dans l'eau, c'est limite des petites vacances, tu vois. Puis alors pour le temps qui n'est pas toujours au beau fixe et les prix, moi j'ai une solution pour toi. Tu viens en Valais, il fait toujours beau et c'est 2 fois moins cher chez nous, alors tu serais la bienvenue. Et on continue notre édition sur les événements de ce week-end avec la Polylan qui a lieu au Swiss Tech Convention Center. Suivez-moi les amis, vous allez voir, c'est incroyable.
on est de retour et j'ai la chance cette fois d'être accompagné de Pandab, qui est la présidente du comité d'organisation de Polylan. Bonjour Pandab, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Un peu fatigué aussi, on revient aussi d'une longue journée. Donc toi, tu es chargé de quoi au sein de ce comité? Quel est ton rôle, si tu veux parler un petit peu de toi? Alors moi, globalement, à Polylan, ce que je dois faire, c'est de coordonner les différentes personnes. Donc on a plusieurs pôles d'organisation, entre la technique, la logistique, le bar, les staffs, tout ça. Et mon but à moi, c'est qu'ils puissent tous communiquer entre eux, qu'ils puissent tous faire leur travail correctement. Donc ce que je dois faire, c'est avoir un peu une overview globale de tout ce qui se passe et faire en sorte que les informations passent d'un endroit à un autre pour que tout se passe au mieux au final. Et aussi, je suis en charge de toute la partie administrative, les contacts avec la sécurité, avec le bâtiment, tout ça. Ouais, en gros, tout l'administratif et les contacts pour pouvoir gérer ça au mieux. Ok, très bien. Et si tu devais définir un petit peu Polylan à nos spectateurs, en 2 mots, c'est quoi Polylan? En 2 mots, juste génial. Non, globalement, c'est une LAN, c'est une réunion de joueurs de jeux vidéo qui se réunissent ensemble dans un réseau local pour jouer, s'amuser ou des fois, c'est pas seulement pour s'amuser, c'est vraiment aussi pour s'entraîner et de la compétition. À Polylan, on essaye de faire plutôt une ambiance un peu fun. Voilà, c'est une des plus grosses LAN de Suisse. Donc du coup, c'est un peu une fierté pour nous de réussir à faire tout ça. On n'a pas forcément l'ambition de redevenir la plus grande. On l'était à l'époque, maintenant c'est peut-être un peu compliqué de redépasser. Mais ouais, c'est juste génial. De réputation, on dit c'est un peu la 2e plus grande derrière Switzer, donc en effet c'est une sacrée aura que vous avez. Bon, il y a eu malheureusement cette période Covid qui a fait que vous avez dû faire une grande pause. Comment s'est passée la réorganisation, on va dire, au point de vue du comité, le fait de relancer une nouvelle LAN, recommencer cette expérience? Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu à nos spectateurs. Pour nous, on a une grande chance parce qu'on a beaucoup d'anciens qui restent pour nous aider dans le comité. Donc les gens restent souvent longtemps à Polylan et ils sont restés aussi pendant cette période qui était difficile. C'était compliqué parce qu'on ne pouvait rien faire. On essayait quand même de faire des petits trucs, mais à chaque fois on disait non, c'est pas possible, on peut pas le faire en live. Et évidemment, une LAN sans être en live, c'est pas une LAN. Donc c'était compliqué pour nous, mais heureusement, on a les anciens qui sont restés et qui nous ont bien aidés. Et on a quand même des gens qui ont continué à être motivés à revenir, à s'investir et tout ça. Donc on a réussi à refaire tout ça grâce au soutien des gens qui sont restés. Je vois, en tout cas je te remercie beaucoup de ta petite intervention dans notre émission. J'espère qu'on va bien s'amuser à cette LAN. On va bien entendu vous montrer des images et puis on va enchaîner avec les réactions de 2-3 personnes à l'intérieur de cet événement. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce genre de LAN? Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu à nos spectateurs. Je ne recherche pas grand-chose à part du défi. Du défi, c'est ce que vous venez chercher en participant à ces événements. Exactement. Donc vous êtes joueur de tournoi? Oui, plutôt. Je fais toutes les LAN suisses au possible et celles en France quand il y a moyen. Donc vous venez depuis la France carrément pour participer au tournoi? Ouais. Je viens depuis Normandie. Qu'est-ce que vous venez rechercher quand vous participez à ce genre d'événement? Moi, je me suis fait un petit peu arnaquer, je me suis fait saboter par mon équipe, la structure ABFT, si vous voulez plus d'informations. Je voulais faire les animations, tout ce qui est tournoi, multigaming. Ils ont payé la place à ma place, et ils m'ont mis dans une équipe LOL. Ah, plutôt sympathique, je crois pas que ce soit une arnaque, c'est même plutôt cool. Oui, c'est plutôt cool. On a la chance de trouver un revenant. Si vous avez regardé notre reportage sur la dernière édition de Switzerland, une autre LAN, il était déjà présent. Monsieur Etona, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. T'es à tous les événements, c'est incroyable. Oui, il faut avec l'équipe et tout, faut être là quoi. Et qu'est-ce que vous recherchez cette année? Toujours du fun on va dire, parce que nos équipes qui étaient chaudes, elles sont pas là vu que c'est surtout sur Rocket League, Smash et tout ça. Et que cette année il n'y a que Valorant et LOL. Eh bien, Retrospectra, c'est déjà fini pour aujourd'hui, les amis. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Bien entendu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à gauche de votre écran. Si vous regardez cette émission depuis YouTube, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode de Retrospectra.